Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 13-14 de Burkina Info. Voici pour vous les titres. C'est aujourd'hui 10 août que le gouvernement doit donner suite aux doléances de l'unité d'action syndicale. Nous évoquerons au cours de cette édition les préoccupations majeures du syndicat. Bras de fer entre la ministre déléguée du budget de l'État et le SINAFI. Ce dernier, dans une déclaration, invite ses membres à se tenir prêts pour observer le mot d'ordre d'un sit-in et d'une grève dans les jours à venir. Et attendu depuis le 6 novembre 2014, l'adoption du projet sur l'assurance maladie universelle au Burkina Faso se fait toujours attendre. Mais quelles sont les mesures prises pour la mise en œuvre de ce projet? Des réponses dans cette édition. Je vous le disais donc en titre, c'est ce lundi que le gouvernement doit donner une réponse aux différentes préoccupations de l'unité d'action syndicale, notamment celles concernant les lois 013, 027 et 028, et ce, en prélude de la rencontre gouvernement-syndicat prévue débuter le 1er septembre prochain. Gaël Rodrigue nous en dit plus. Les militants de l'unité d'action syndicale du Burkina Faso attendent ce 10 août des autorités la réponse de leurs doléances. En effet, le 1er mai dernier, les syndicats ont fait parvenir auprès du gouvernement leur plateforme minimale dans laquelle ils annonçaient leurs préoccupations. Selon le vice-président de l'unité, certaines lois doivent être relues puisque ne garantissant pas l'intégrité et la sécurité aux travailleurs burkinabés. Il s'agit principalement des lois 013, 027 et 028. Pour ce qui est de la loi 028, les syndicats estiment qu'elle regorge des imperfections au niveau des articles 52, 74 et 76. Notamment par exemple la loi 028 portant code du travail dans notre pays. Nous savons que son article 52 stipule que le travailleur, son contrat à durée déterminée peut être renouvelé N fois, ce qui n'est pas correct, parce que nous voyons des contrats de travail qui sont libellés à une limitation de 4 mois, 6 mois, et à la fin du contrat, si le travailleur c'est quelqu'un qui est intègre, et qui n'accepte pas de se soumettre à n'importe quel type de tâche, rapidement, à la fin de son contrat, on ne veut pas le renouveler. Et le deuxième aspect, c'est l'article 74 et l'article 67 de ce Code du travail, la loi 028, qui stipule aussi que même si vous êtes abusivement licencié et que votre dossier se retrouve à la justice, ce que le patron doit vous payer en termes de dommages et intérêts, tout au maximum, c'est 18 mois. Donc nous disons aussi que ça, c'est un manque de séparation de pouvoir. Il n'appartient pas au législateur d'empiéter sur le terrain judiciaire. En ce qui concerne la loi 013 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, le mouvement syndical estime que cette loi a été imposée par les institutions financières internationales. La loi 013, c'est une loi aussi qui a été imposée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui liquide l'ensemble des acquis des travailleurs de la fonction publique. Donc nous avons demandé aussi la relecture, y compris l'arrêté conjoint de retenue pour faire de grève. Aujourd'hui, quand vous arrêtez le travail, même 1 heure dans la journée pour protester, ce texte-là estime que vous avez fait un arrêt de travail de 24 heures. Et ce qu'on vous coupe sur le salaire, c'est entre 20 000 et 30 000 francs par jour. Nous avons dit si c'est comme ça, ça veut dire que le salaire du fonctionnaire devait être les 20 000 multipliés par 30 jours. Les syndicats espèrent obtenir gain de cause à l'issue des négociations gouvernement-syndicat prévues se tenir du 1er au 10 septembre prochain. Parlons à présent de la grogne au sein du ministère de l'économie et des finances. Suite à la conférence de presse donnée par Amina Bila, ministre délégué chargé du budget, sur le bras de fer qu'il oppose au syndicat de son département concernant le fonds commun, le SINAFI, puisque c'est de lui qu'il s'agit à travers une déclaration, donne sa version des faits. Dans cet élément qui suit, Joël Zoundi vous propose un extrait des deux parties. Le fonds commun servi aux agents des finances refait surface. Le syndicat national des agents des finances, SINAFI, dénonce une certaine disparité dans la clé de répartition du fonds. Au fait, cette grève est plus justifiée par le fait que les agents financiers trouvent que le ministre du budget étant financier ne protège pas suffisamment leurs intérêts et ne conseille pas suffisamment le ministre de l'économie et des finances, qui est le seul responsable, le premier responsable du département et qui devrait décider de la répartition du fonds commun entre les régies et puis les finances. À ce propos, dans un communiqué de presse, le SINAFI confie que l'extension du fonds à d'autres ministères n'a pas encore fait l'objet de discussions. Pratiquement tous les ministères se disent, s'il n'y a pas la santé, vous ne serez pas financier. Si l'éducateur n'était pas là,
L'enseignant n'était pas là, vous ne pouvez pas être financier. Et ainsi de suite, c'est bien que tous les ministères réclament, pourquoi pas, un fonds commun ou un 13e mois. Et c'est dans ce sens que le gouvernement s'en est saisi pour dire qu'il va falloir former un groupe de réflexion pour mener la réflexion d'ensemble, aussi bien pour les finances publiques que pour tout l'État burkinabé, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, parce que c'est une réalité au niveau des pays francophones. Aussi, le SINAFI ne se reconnaît pas dans les propos du ministre Amina Bila, car les dépenses prioritaires devraient faire l'objet d'une prévision budgétaire. Pour la ministre, il faut plus d'équité. Et chaque année, le nombre d'agents ne fait qu'augmenter. Et malheureusement, les agents pensent que d'une année à une autre, il faille obligatoirement augmenter la masse qui leur revient, sinon le montant qui leur revient, alors que c'est impossible. C'est impossible. Et à ce moment, on risque à utiliser des ressources budgétaires pour motiver, alors que ça devrait être des accessoires des recettes. Cependant, elle estime qu'il ne sera pas question de supprimer le fonds commun. S'il n'y avait pas ces motivations, eh bien, nous allons perdre énormément et peut-être il y aurait plus de corruption du fait des agents du ministère de l'économie et des finances. Donc, il faut impérieusement conserver ces fonds pour les agents, mais maintenant le comment et comment le répartir aussi, éventuellement pour d'autres ministères, c'est le groupe qui va décider. Mais il faudra qu'on retienne une chose, c'est du fait de la responsabilité personnelle et de la responsabilité pécuniaire qui repose sur les agents qu'on trouve la nécessité de les motiver. Les différentes parties restent ouvertes au dialogue. La ministre souhaite que le SINAFI sache raison garder et ce dernier appelle ses militants à observer un mot d'ordre de grève du 25 au 27 août 2015. Et à cet effet, sachez que nous recevrons sur ce plateau M. Mohamed Savadgo, secrétaire général du syndicat national des agents des finances pour en parler davantage. Et la capitale du Burkina accueille le sommet régional 2015 du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Ce sommet placé sous le patronage du cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, se tiendra du 10 au 14 août 2015. Le thème de cette année est « Bâtissons une société juste, fraternelle et durable ». Notons que le sommet verra la participation de nombreux chrétiens venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sachez aussi que depuis 2008, l'ONG Terre des Hommes intervient au Sourou dans la prise en charge sanitaire des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Mais par faute de moyens, les bénéficiaires devront s'acquitter eux-mêmes de leurs ordonnances à partir du 25 août 2015. Les partenaires financiers, après avoir estimé que leurs objectifs sont atteints, ont décidé de ne plus financer ce programme. Poursuivons ce journal avec la santé. Au Burkina Faso, la couverture de la protection sociale ne s'étend pas sur toute la population. Cette couverture concerne essentiellement les travailleurs du secteur formel, public et privé. L'assurance maladie universelle au Burkina, une solution à cette problématique. Hassan Nakro est allé à la rencontre de Saïbou Seynou, secrétaire technique de ce projet. Suivez plutôt. L'assurance maladie universelle bientôt au Burkina Faso, soumise en étude depuis 2008, la loi relative à cette question d'assurance maladie universelle est sur la table du gouvernement pour validation. Mais qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie universelle? Seynou Saïbou, secrétaire technique du projet Assurance maladie universelle, explique. L'assurance maladie, comme vous venez de le dire, c'est une assurance. Au Burkina, quand on parle d'assurance maladie, en tout cas pour ce que nous sommes en train de mettre en place, il s'agit d'une assurance maladie, j'allais dire sociale. Alors qu'est-ce qu'une assurance maladie sociale? Une assurance maladie sociale est un mécanisme de prévoyance sociale et de protection sociale qui met les personnes qui sont couvertes par ce mécanisme-là, donc il les met à l'abri du risque financier qui est lié à la maladie. Mais tous les Burkinabés sont-ils concernés par cette question d'assurance maladie universelle? L'universalité veut dire que
toutes les personnes résidentes au Burkina devraient en tout cas pouvoir être couvertes par ce mécanisme d'assurance maladie universelle. Universelle parce que justement on organise la solidarité au niveau national. Pour le secrétaire technique, la mise en œuvre du projet en principe ne devrait pas tarder. Vous avez suivi l'actualité ces derniers temps. On vient juste d'adopter l'avant-projet de loi en Conseil des ministres. Alors, le projet de loi qui en est issu a été transmis au Conseil national de la transition, qui va voter la loi portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Et après cela, il y a des textes d'application qui devront être pris pour faciliter donc l'opérationnalisation de ce régime d'assurance maladie universelle dans notre pays. Cette assurance maladie universelle est attendue au plus tard en 2016 et la phase d'essai technique concernera 3 régions en attendant sa vulgarisation. Et dans l'actualité sous-régionale au Niger, l'opposition exige un scrutin local avant la présidentielle. En effet, à presque 6 mois de l'élection présidentielle, l'opposition nigérienne a rejeté dimanche le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'opposition dit souhaiter la tenue d'élections locales avant la présidentielle et récuse la Cour constitutionnelle. En outre, elle émet des doutes sur le recensement électoral. Par ailleurs, sachez que la visite du président guinéen Alpha Condé au Sénégal s'est achevée hier dimanche. Il repart de Dakar réconcilié avec le président sénégalais Macky Sall après les tensions nées de l'épidémie d'Ebola. La sécurité et l'énergie ont dominé les discussions entre les deux présidents à 2 mois de la présidentielle en Guinée. Le terrorisme au Sahel a également fait l'objet de discussions. Les deux pays ont annoncé travailler à la signature d'un accord de coopération militaire et des patrouilles aux frontières communes vont être organisées. À présent, mesdames et messieurs, nous avons en ligne M. Zerbo Amidou, prévisionniste à la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord, merci. Alors, Monsieur Zerbo, dites-nous, depuis quelques semaines, l'on constate qu'il pleut abondamment sur le plateau central et que dans certaines zones où l'on s'attendait à avoir beaucoup de pluie, ce n'est pas le cas. Pouvez-vous nous dire ou nous donner une explication à cela? Bien, merci. Disons que depuis fin juillet, nous avons l'installation d'une humidité abondante sur le Sahel, donc particulièrement sur le Burkina Faso. Et vous savez que la source de l'humidité sur nos régions, surtout sur le Sahel, se situe au niveau de la partie sud de l'océan Atlantique, c'est-à-dire au sud du golfe de Guinée. Oui. Donc, la circulation de l'air, c'est le vent qui transforme l'humidité depuis l'océan jusqu'à nos régions. Oui. Maintenant, quand l'humidité est abondante et que les conditions météorologiques sont réunies, c'est-à-dire les conditions météorologiques favorables en termes de circulation des vents, de réchauffement, de relief, nous avons de l'air qui monte et qui forme des nuages qui donnent de la pluie. Donc, il y a des zones aussi favorables en termes de latitude, en termes de bandes. Actuellement, la bande favorable se situe au nord du Burkina jusqu'au nord du Mali et le nord du Niger. Maintenant, au sud, sur les côtes des pays du golfe de Guinée, les conditions de pays ne sont pas favorables parce qu'on a une situation de descente d'air qui comprime les nuages. Cette situation se traduit par une petite saison sèche sur les pays du golfe de Guinée, surtout au niveau des parties sud. Actuellement, cette situation s'extend un peu vers la région de Dawa, ce qui fait que le système n'arrive pas à naître à ce niveau et évoluer. Oui. Alors, M. Zerbo, une question se pose. Cette situation serait-elle due au fait qu'on soit en saison hivernale ou au changement climatique? Non, c'est des situations que nous vivons en certaines années. Oui.
Maintenant, pour dire que c'est lié au changement climatique, il faut que ça se stabilise. Parce que l'échelle du climat, c'est au moins une trentaine d'années. Oui. Parce que le climat, c'est l'état moyen de l'atmosphère à un lieu donné. Oui. Donc, ça, pour nous, c'est des fluctuations climatiques d'abord. Quand ça va se stabiliser, sur une trentaine d'années au moins, on peut dire que c'est un changement climatique. D'accord. Alors, à votre niveau, selon vos prévisions, comment se présentent les jours à venir au plateau central et notamment au Burkina Faso? Alors, disons que actuellement, l'humidité reste toujours abondante sur nos régions, jusqu'au nord du Mali, au sud de l'Algérie, au nord du Niger. Et donc, la bande favorable à la formation pluvieuse importante est toujours au nord. Donc, on s'attend toujours au moins 48 heures à 72 heures au maintien de cette situation pluvieuse sur le Sahel, et particulièrement sur le Burkina. D'accord. Merci à vous, M. Zerbo. Merci et bonne suite à vous. Merci. Cela dit, mesdames et messieurs, le ministre des Mines et de l'Énergie, à travers un communiqué, a exprimé sa compassion aux familles éplorées suite à l'éboulement qui a eu lieu le 5 août 2015 sur le site aurifère de Dayaman, situé dans la province du Soum. Ibrahim Sanou vous propose un rappel de l'éboulement de Djibo, mais aussi du dit communiqué. Chaque année, en saison hivernale, les sites d'orpaillage sont fermés pour des raisons de sécurité. Néanmoins, certains orpailleurs bravent ces interdictions pour s'adonner à des activités clandestines sur ces sites. Ces pratiques ne sont pas sans conséquences. On assiste souvent à des inondations et même des éboulements qui provoquent des pertes en vie humaine. C'est le cas du site aurifère de Dayama, situé dans la province du Soum, où on fait état de 2 morts dans l'éboulement survenu le 5 août dernier. Au regard de tout cela, le ministère des Mines et de l'Énergie, conformément à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2010, a rappelé aux gouverneurs des régions qu'en raison des risques d'éboulement mortels pendant la saison hivernale, les sites aurifères sont fermés sur toute l'étendue du territoire national et cela au moins pendant 5 mois. Le syndicat national des orpailleurs du Burkina apprécie cette décision d'interdire les activités sur les sites aurifères en saison hivernale, mais estime que les 5 mois sont trop. Ils entendent pour cela faire un plaidoyer auprès du ministère pour amener à 2 mois, soit les mois d'août et de septembre. Rappelons qu'au Burkina Faso, il y a 3 types d'exploitation minière, à savoir l'exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale. Il est important d'œuvrer à professionnaliser les volets artisanal pour éviter d'éventuels risques d'éboulement. Les délinquants ont fait de certaines zones de la ville de Ouagadougou le terrain d'opération de prédilection. Le but étant d'amplifier leurs chances de réussite dans leur activité. Ces zones propices sont entre autres les espaces vides, les alentours des cimetières. La population est par conséquent en perpétuelle insécurité. Mas Gombré a tendu son micro au riverain du cimetière de Taptenga pour en savoir davantage. Peur et insécurité sont devenus le quotidien des habitants du quartier de Taptenga. Pour eux, le cimetière non clôturé en son sein en est la cause. Impuissants face à cette situation, la plupart des résidents préfèrent éviter les sorties nocturnes. C'est un cimetière, non seulement c'est non clôturé, mais aussi il y a la peur. Il y a les enfants qui ont souvent réussi des histoires venant des personnes quand il y a des revenants, il y a des personnes qui pratiquent souvent qui ont souvent des pratiques occultes. Il y a aussi l'insécurité, des personnes qui se cachent dans ces cimetières pour causer de tort aux riverains. En tout cas, ce n'est pas vraiment facile de vivre à côté d'un cimetière. Il faut dire que les réalités ici, comme c'est un quartier non loti, nous n'avons pas l'électricité. Donc ça fait que les cimetières causent en tout cas beaucoup de problèmes aux riverains. Il y a l'insécurité qui est là. Chaque jour, surtout la nuit, dans les heures tardives, c'est très difficile de passer vers ici. Les agressions, à savoir des viols de femmes et des braquages à main armée, expliqueraient cela. C'est comme ça qu'il y a un jeune homme qui a voulu agresser une vieille. Donc, je pense qu'il a voulu amener la vieille dame dans les cimetières pour faire ce qui n'est pas bon. Pour les femmes, parce qu'il y a certaines femmes qui sont agressées.
textuellement. Les riverains du cimetière interpellent les autorités de tout mettre en œuvre pour clôturer et sécuriser la zone afin de leur permettre de vivre dans la quiétude. Journée de reconnaissance de la femme à travers le sport afin de sensibiliser les femmes sur la propreté et la lutte contre le paludisme. L'association Yol Gumde a organisé un cross hier 9 août. Alassane Tiendrebego, président de la dite association, est au micro d'Assanako. Les journées, on a commencé depuis hier, explantation d'arbres à l'hôpital Yalado. Et ce matin, on a fait un marathon féminin. En tout cas, cette année même, on a fait les différences encore. Les femmes à part, les jeunes filles à part. Donc vous allez voir que vraiment, il y a deux premiers qui sont venus avec grande vitesse. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parler avec des gens. Parler avec des gens parce que l'air tellement, c'est l'eau qui remplit tout partout de notre ville et surtout à Ouagadougou, toutes les communes rurales de Samba. Donc on parle partout pour que les gens sachent que le moment où il y a beaucoup de l'eau là, chacun peut faire attention parce qu'on ne doit pas laisser des enfants courir au hasard, s'amuser au hasard parce qu'on voit plusieurs problèmes des enfants sur le lot. Donc c'est pas bon. Mais aujourd'hui, vous voyez à Burkina Faso, les femmes c'est à peu près 60 et quelques. Et les hommes, ça ne dépasse pas 40 et quelques. Donc, c'est ça qu'on a fait que vraiment, on doit mettre aux femmes devant pour que notre pays bouge. C'est ça. Vraiment, j'ai satisfait. Parce que ce que moi j'attendais là, c'est pour que les cérémonies là passent bien. L'association Yologomde, c'est une association qui est née, qui voulait faire en tout cas le Burkina Faso pays propre. C'était dans ce nom-là, que tout le monde sont de bonne santé parce que s'il y a la propriété et il y a la santé. Et nettoie la grande voie, et fait des plantations d'arbres, et fait des cuirasses caniveaux. Surtout aujourd'hui, c'est des palis, et fait des porte-à-porte, sensibiliser des gens en matière de palis. Cela dit, en sport, la 14e édition du tournoi international de la solidarité des centres de formation de football dédié aux joueurs de moins de 17 ans a débuté le samedi dernier au stade municipal de Ouagadougou. 12 équipes prennent part à ce tournoi. Cette compétition a pour objectif de contribuer à la formation à la base, permettre aux formateurs d'évaluer le niveau de leurs joueurs pour se corriger et donner l'occasion aux autorités burkinabées de suivre les joueurs pour les équipes des moins de 17 ans. Voilà, mesdames et messieurs, je vous le disais tantôt, nous recevons sur ce plateau M. Mohamed Savadouko. Vous êtes donc le secrétaire général du syndicat national des finances. M. Savadouko, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. D'accord. Alors, dites-nous comment s'explique cette crise entre le syndicat et madame la ministre autour du Fonds commun. Ok, donc merci bien, madame, voilà, pour cette question. Voilà, d'abord, pour planter le décor, il faut le dire, hein, c'est d'abord lié à un problème de réception. Voilà, le ministre délégué avait refusé de recevoir le syndicat. Voilà, nous avons demandé à maintes reprises de nous rencontrer pour discuter des questions qui sont posées et madame le ministre a tout simplement refusé de nous recevoir. Voilà. Et en plus de ça, il faut ajouter que madame le ministre, depuis qu'elle est venue, nous l'avons approchée, nous avons montré nos préoccupations et elle s'était même clamée qu'elle était la personne mieux indiquée pour résoudre les problèmes. D'autant plus qu'elle était dans cette maison, elle connaît bien les problèmes de cette maison. Et lors d'une rencontre même avec le contrôleur financier, madame le ministre a dit clairement qu'elle était là pour résoudre les problèmes et qu'on allait entendre parler d'elle. Ce jour, les contrôleurs financiers ont applaudi à tout rompre ce jour. Et que vraiment, donc c'est en somme le refus de nous recevoir qui a amené ce problème actuellement. Mais voilà. quand vous dites que madame la ministre a refusé de vous recevoir, elle a dernièrement fait savoir lors de la conférence de presse qu'elle a animée que le dernier SMS qu'elle a reçu venant de vous, demandant donc audience, c'était lors du Conseil des ministres. À part cela, elle affirme ne pas avoir reçu de demande d'audience de votre part. Ok,
Voilà, merci bien sur cette question. Il faut le dire, avant le jour du Conseil des ministres, nous avons déposé une demande d'audience formelle à Madame le ministre délégué et aussi à Monsieur le ministre délégué, à Monsieur le ministre des Finances. Et le jour maintenant du Conseil des ministres, effectivement, lorsque les choses bouillonnaient et que les agents étaient en train de vouloir rentrer en mouvement, nous nous sommes dit qu'il était opportun d'attirer leur attention rapidement pour qu'ils essaient de voir dans quelle mesure ils ont trouvé des solutions, voilà, pour ne pas que le dérapage arrive. C'est dans ce sens qu'on a envoyé le message à Madame le ministre, le message a été envoyé à 13h36 et c'est vers effectivement 16h40 et quelques minutes que Madame le ministre nous a répondu qu'elle était en conseil des ministres et qu'elle ne pouvait pas venir, voilà, qu'elle a autre contrainte. Voilà. Effectivement, mais quand elle parle, elle dit que c'est à 18h qu'elle voulait nous recevoir. Je m'inscris en faux, les messages sont là, si vous voulez, je peux vous les montrer. Je m'inscris en faux par rapport à ça. Madame le ministre a dit simplement qu'elle a une autre rencontre et qu'elle sera peut-être au ministère vers 18h. La preuve, vers 18h, lorsque l'Assemblée générale a commencé, nous sommes montés trouver Madame le ministre au niveau de l'étage et elle était arrêtée. Donc, si réellement il était quand même pour le dialogue, là, elle pouvait nous appeler simplement, voilà, pour quand même commencer à dialoguer. Parce que nous sommes allés manquer, monsieur le ministre de l'économie et des finances, qui était allé en voyage. Parce que tout simplement, il avait tenu à nous rencontrer le vendredi même, ce jour même, et d'ici qu'on s'apercevoir, on nous dit simplement que le ministre est allé en congé, voilà, qu'il appelait vers 18h. Voilà. Il était donc impératif pour vous de tenir séance tenante votre Assemblée générale, c'est ça? Tout à fait, l'Assemblée générale était convoquée. Donc nous, on voulait rencontrer les autorités pour pouvoir quand même donner le briefing maintenant à la base. Mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que nous, on peut faire? D'autant plus qu'avant, c'est-à-dire cette question du fonds commun, vers janvier, lorsque le ministre est venu, nous avons demandé à le recevoir, à le voir, il a accepté et il a dit clairement qu'il était engagé, qu'il prend l'engagement à résoudre le problème. Et en son temps, les agents voulaient manifester. C'est nous, les syndicats, qui avons fait pression sur les gens de se calmer. Voilà. Et maintenant, nous ne pouvons pas comprendre. À cette échéance maintenant, le ministre de l'économie et des finances dit qu'il va nous recevoir, il part en voyage. Donc c'est tout ça qui a amené un peu le clash, voilà, entre nous. D'accord, Madame la ministre, encore lors de cette conférence de presse, a affirmé qu'elle n'était pas uniquement ministre déléguée du budget du ministère des Finances, mais du budget de l'État. Que dites-vous par rapport à ça? Naturellement, quand on dit qu'elle est ministre du budget, naturellement, c'est pour tout le Burkina Faso. Nous, on n'a jamais dénié cela, mais d'autant plus que c'est nous qui sommes à la base des choses. C'est nous plus que personne d'autre quand même qui sont habilités à le dire. Voilà, c'est pas à elle de nous dire ça. Nous sommes bien au courant qu'elle est là, c'est pour le pays, pour voir comment les choses vont marcher. Elle ne peut pas nous dire qu'elle est là uniquement pour les financiers, ainsi de suite. Nous sommes bien conscients de cela et je crois que c'était quand même un élément, voilà, de trop quand même qu'elle a eu à avancer. Voilà. Oui, mais dans ce sens-là, elle ne viendrait pas plutôt dire de mettre de l'eau dans votre vin parce qu'elle a aussi d'autres charges en dehors du ministère de l'économie et des finances. De l'eau, nous avons tellement dilué le vin qu'actuellement le vin est devenu de l'eau. Le vin est devenu de l'eau actuellement. Souvenez-vous, en 2014, les séries de sittings et grèves qu'on a eu à faire pour l'application de notre protocole d'accord. Le protocole d'accord est bien clair, il est là. C'est un protocole que le gouvernement a signé. Mais les autorités refusent de l'appliquer. Quand le ministre est venu, il dit qu'il va travailler à appliquer cela. Et nous voyons que les gens sont en train de prendre le temps et rapidement partir et nous laisser nos problèmes. Et nous avons dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous sommes bien conscients que la transition est là, c'est pour régler un certain nombre de problèmes. Mais nous avons dit clairement, nous avons aussi des problèmes aussi pressants qui sont là. Résolvons aussi ces problèmes. Les problèmes qui sont vraiment très trucs qu'on ne peut pas résoudre là. Nous sommes d'accord, on peut faire un calendrier ensemble et signer des documents pour que le ministre qui va venir, il va tout gérer. Vous voyez. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens. D'accord. Voilà. Donc vous exigez l'application du protocole d'accord signé par le gouvernement burkinabé en 2011, c'est ça? Tout à fait. Voilà, nous avons reçu aussi Madame la ministre hier sur le plateau du 11-14 qui affirme vouloir étendre ce fonds à plusieurs agents du ministère. Quelle serait plutôt l'origine de cette injustice dans le traitement des agents de votre ministère? Ok, merci bien Madame pour cette question. D'abord, il faut que nous rappelions avec force, voilà, et que nous cessions de rappeler un peu les gens à l'ordre. Parce que quand on nous dit que le syndicat a refusé, quand on étend le fonds commun aux gens, je vous assure que cette question n'a jamais été discutée avec le syndicat. La question d'extension du fonds commun aux autres agents publics n'a jamais été discutée. C'est tout simplement Madame le ministre, dans ses velléités,
de vouloir nous mettre à dos la population et même les travailleurs, qu'elle a avancé cet argumentaire. Voilà, sinon la question n'a jamais été débattue, voilà, entre nous et Madame le ministre. Voilà. Pour en venir au fond commun, c'est une motivation légale, c'est une motivation légale. Voilà, on a eu à faire des tournées dans la sous-région, au Mali, Niger, au Bénin, au Sénégal. Et on a vu clairement que bon, c'est nous qui sommes un peu en retard même par rapport à ces pays. Voilà, tous les pays dans le monde entier ont le fonds commun. Mais ceux qui croient que le fonds commun était un truc illégal, voilà, il faut que quand même ils sachent que c'est un truc bien légal. Voilà, donc c'est pas un truc qu'on se fait en cachotterie. Voilà. Mais maintenant, ce que nous dénonçons, c'est la manière même de servir ce fonds commun aux gens. Comment cela se fait? Voilà, c'est de manière opaque. Et nous, opacité derrière ce fonds commun. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous, en tant que syndicat et même agents de finances, nous n'avons pas une visibilité sur ce fonds commun. On ne sait pas comment les choses sont calculées, comment les choses sont transmises aux gens. On n'a jamais su ce mécanisme. Voilà. Donc c'est tout ça l'un dans l'autre là qui fait que réellement, nous sommes révoltés. Nous avons dit, voilà, il y a eu l'insurrection populaire, les gens sont sacrifiés. Actuellement, si on doit parler en termes voilà, de clarté, vraiment de la bonne gestion des finances publiques. Mais maintenant, si toujours nous sommes là, voilà, dans l'opacité totale, nous trouvons qu'il y a un problème à Mais cela. concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Concrètement, nous proposons réellement de résoudre le problème. Il y a le protocole d'accord qui est là, qui est bien clair. Il faut résoudre le problème par rapport au fonds commun. C'est une maison qui est là. Il faut que dans la maison, tout le monde se sente quand même voilà, vraiment appartenir à cette maison et qu'on sente réellement que de part et d'autre, les gens travaillent. Quand on dit par exemple que d'autres vont chercher l'argent et d'autres viennent, mais quand on cherche l'argent et qu'on met dans les poches trouées, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne rien à la fin. Nous sommes les régies de dépenses, c'est nous qui traitons les salaires et même les négociations pour envoyer les financements extérieurs, ainsi de suite, tout cela. C'est nous qui sommes à l'origine de cela. Donc clairement, nous demandons seulement que les autorités quand même prennent le courage voilà, d'affronter ce problème qui n'a que trop duré. À quelques mois de la fin de la transition, vous pensez que cela pourrait être effectif? Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est effectif. On peut le faire. La transition, on a dit que la transition est là, mais il faut mettre les gens là. On a dit que il faut tracer des signaux. Voilà. Donc actuellement, le problème est là. Il faut que les gens prennent le courage voilà, et réellement résoudre le problème. Voilà. Au lieu de nous mettre à dos la population, dire que voilà, nous avons refusé, que les gens perçoivent le fonds commun. Ça, c'est faux. Nous n'avons même pas discuté la question. Voilà. Et après aussi, des menaces aussi. Voilà, quand on dit que le syndicat a menacé la ministre, l'idée, ainsi de suite, il n'en est rien. C'est simplement la ministre, quand elle sortait pour aller à sa conférence de presse, les gens ont commencé à crier, ainsi de suite. C'est ça, elle appelle la menace. L'année passée. Il n'y a pas un véritable problème entre le SINAFI et la personne de Madame la ministre. Il n'y a pas de problème entre le SINAFI, personnellement, et Madame le ministre délégué. C'est simplement nos revendications que nous réclamons. Et là, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout voilà, pour la satisfaction de notre plateforme revendicative. Et vous êtes convaincu que c'est Madame la ministre qui peut donner des réponses à vos problèmes quand elle dit que c'est elle ferait juste que récolter vos doléances et les transmettre au ministère de tutelle? Oui, dans une maison, il y a toujours un premier responsable qui est là. Voilà, si le ministre de l'économie et des finances n'est pas là, c'est elle le premier responsable. Raison pour laquelle on s'adresse à elle. Si le ministre de l'économie et des finances vient, nous allons nous adresser au ministre de l'économie et des finances. Voilà, donc il faut que les gens quand même comprennent voilà, que cette affaire de fonds commun là, bon, nous ne sommes pas contre dire qu'il faut dire à tout le monde. De toute façon, si Madame le ministre estime qu'il y a les moyens suffisants pour donner à tous les fonctionnaires, bon, nous en tant que fonctionnaires, pourquoi nous allons refuser cela? Nous ne sommes pas contre les avantages des gens, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont d'autres avantages voilà, du même genre. Voilà. Et là, en ce moment, au niveau de ce pays-là, il faut le dire clairement, il y a plus d'une quarantaine d'avantages du même genre voilà, que les gens perçoivent de part et d'autre. Mais seulement la fixation est faite sur le fonds commun du ministère de l'économie et des finances. Voilà, donc juste interpeller les gens et réellement voilà, donner la vraie information que le syndicat n'est pas contre tout ça. Voilà, nous sommes inscrits dans le dialogue depuis longtemps quand le ministre est venu. Nous l'avons rencontré, nous avons fait des propositions et même dernièrement, vous avez vu qu'on a eu à faire une formation et on a invité monsieur le ministre de l'économie et des finances. Voilà, on s'est dit réellement que nous étions soucieux quand même du dialogue. Voilà. Et même la transition, quand on parle de la transition, mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait au niveau du ministère de l'économie et des finances pour accompagner la transition? Les travaux, ainsi de suite, quand Madame le ministre parle, qu'elle signe 600 dossiers par jour, par pays, qui fait ce travail? C'est nous qui le faisons avant qu'elle ne signe. Elle ne fait que signer, c'est nous qui sommes là chez nous, ouvrières. Il faut qu'on le dise clairement. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est donc là, dans la revendication de vos droits. Oui, tout à fait, merci. D'accord. Vous l'avez si bien dit tantôt, vous êtes ouvert au dialogue. Madame la ministre aussi affirme être ouvert au dialogue. Qu'est-ce qui sera donc fait pour que vous puissiez un jour vous mettre sur la même table et discuter de ce problème-là? Dire un jour, il faut le dire clairement, ce matin, elle nous a appelés.
nous sommes allés l'écouter, voilà, croyant qu'il y avait des propositions. Qu'est-ce qui est ressorti? Rien n'est ressorti. C'est simplement pour miroiter seulement aux gens, pour dire qu'elle a reçu le syndicat, voilà, et qu'elle est en train de travailler pour résoudre. Rien n'a été donné comme proposition. Voilà. C'est simplement d'ici demain, elle est sortie encore dans les presses, dire qu'elle a rencontré le syndicat, elle est soucieuse du dialogue. Ce n'est que du dilatoire, madame. C'est du dilatoire. Et en contrepartie, qu'est-ce que vous avez dit à ce niveau? Non, en contrepartie, nous avons seulement écouté, et puis nous sommes retirés. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire. Voilà, si elle dit qu'elle est venue, c'est pour mieux comprendre la situation, c'est ce qu'elle nous a dit, que c'est pour mieux comprendre la situation. Vous êtes là, ministre, depuis combien de temps? Elle est ancienne dans la maison, elle connaît bien les problèmes, mais on nous a appelés pour dire qu'elle veut mieux comprendre la situation. On n'y a pas de problème. Comme c'est le dialogue, nous sommes venus, on a détaillé encore le problème. Voilà, et il n'y a pas eu de solution. Donc avec les mêmes propositions, vous êtes revenu avec les mêmes propositions? Avec les mêmes propositions, madame. Avec les mêmes propositions, et elle refuse de toujours l'appliquer. Voilà, c'est ça. Vous annoncez bientôt des sittings et des grèves. Concrètement, vous pensez que d'ici là, si une solution ne sera pas trouvée, il y a lieu donc de faire ces manifestations-là. Mais vous ne pensez pas que jusqu'à quand même, il y a plusieurs sittings et plusieurs grèves, il y a lieu? Tout à fait. Nous avons fait les sittings du 6 et 7. Voilà. Ensuite, nous avons les sittings du 11, 12 et 13. Et après ça, nous avons des grèves. Voilà, il y a les 19 et 20 et les 25, 26, 27. C'est quand même un planning assez chargé. Voilà, bien chargé. Voilà. Parce que tout simplement, nous savons que nos problèmes là, ce n'est pas la mer à boire. C'est un truc qui peut se résoudre. D'autant plus que c'est nous qui sommes dans les affaires, c'est nous qui gérons les finances publiques et ainsi de suite. Nous savons que ce n'est pas de l'impossible, ce n'est pas de la mer à boire. Ça peut se faire, c'est seulement de la mauvaise volonté de nos premiers responsables. Voilà. Et cela, nous allons le crier haut et fort. Voilà. Êtes-vous en train de remettre en cause le gouvernement de la transition? Tout sauf ça. Tout sauf ça, on n'est pas en train de mettre en cause le gouvernement de la transition. Voilà, c'est ce que Madame le ministre veut faire comprendre aux gens et nous mettre à dos, non seulement peut-être la population et puis les travailleurs. Tout sauf ça, on n'a jamais mis en cause le gouvernement de la transition. Nous avons une plateforme qui est là, qui est bien claire. Nous nous concentrons sur ça. Il faut qu'elle évite, il faut qu'elle arrête de nous distraire. Nous voulons seulement l'application de nos protocoles d'accord et de nos revendications uniques. C'est ça. À l'issue de ces sittings et de ces grèves, si rien n'est fait, qu'est-ce que vous ferez? Bon, si rien n'est fait à l'issue de ces différents mouvements, et là en ce moment, on va savoir que réellement l'autorité s'est engagée dans un mépris total. Bon, on avisera et on vous informera par la suite des moyens que nous avons. D'accord. Mais vous, en tant que syndicat, quand on sait que notre pays, le Burkina Faso, est sous-développé, donc par manque de moyens, ne pensez-vous pas qu'il serait plus judicieux d'allouer ces fonds-là, le fonds commun, à d'autres secteurs tels que l'éducation, la santé, pour régler vraiment les problèmes récurrents dans ces différents secteurs-là, que de redéployer ça au niveau des agents des différents ministères? Oui, bon, merci bien pour cette préoccupation. Mais d'abord, il faut le dire que le fonds commun, c'est une motivation financière qui a été acquise par la lutte. Pour certaines structures qui ont le fonds commun depuis les années 60. Ah oui, au Burkina Faso ici. Voilà, donc maintenant, pour venir remettre en cause, pour dire qu'il faille réaffecter ça dans des secteurs sociaux de base, bon, franchement, c'est bon. Je ne peux pas commenter cela. Voilà, mais ce qui est sûr, voilà, je crois qu'il faut travailler à motiver les gens. Voilà, tant que les gens ne seront pas motivés, voilà, ça sera un peu difficile. Madame le ministre, au lieu de chaque fois dire qu'il faut étendre le fonds commun par-ci, par-là, il y a des préoccupations urgentes des travailleurs qui sont là. Il ne faut pas qu'elles fassent la diversion. Voilà. Il y a la loi 13 qui est là, ainsi de suite, les avancements des gens, des corrections qui sont là en stand-by. On n'arrive pas à résoudre ça. Et elle veut mettre la population sur notre dos, comme quoi nous refusons d'étendre le fonds commun à tout le monde. D'accord, monsieur Savado, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est juste interpeller les autorités à vraiment se mettre au sérieux pour résoudre le problème. Parce qu'on voit que réellement, ils sont en train de vouloir badiner avec les choses et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Voilà, nous demandons seulement l'application de nos protocoles d'accord, voilà, la résolution du problème de fonds commun et que réellement, voilà, les différents protocoles voilà, puissent réellement travailler pour résoudre le problème. Nous sommes engagés pour résoudre le problème, mais tant que les autorités ne montrent pas une bonne foi, nous serons toujours dans la rue. Voilà. Nous espérons que votre problème sera résolu dans les jours à venir. Bien, madame. Merci. Voilà, était sur ce plateau M. Mohamed Savadgo, secrétaire général du syndicat national des agents des finances. Et c'est cette interview qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.